Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est sur la session du webinaire qui va parler des armoires de sécurité. Donc tous les types d'armoires de sécurité. On va juste attendre quelques instants que tous les participants puissent se connecter afin de démarrer la session vers 10h30, hein, comme c'était convenu au programme. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Marine Priou. Je suis responsable des commerciaux catalogues pour la partie produits. Et donc, aujourd'hui, on va aborder le thème des armoires de sécurité. Donc, on va parler un petit peu de Denios, hein, qui est Denios, ce qu'on fait. Faire un petit point sur la législation, puisque en termes de stockage de produits chimiques dangereux et polluants, c'est un point central. On va ensuite voir ensemble comment est-ce qu'on peut définir la bonne solution de stockage, donc pour ces armoires de sécurité, qu'on parle de produits chimiques, de batteries lithium-ion ou de bouteilles de gaz. On verra ensuite les produits complémentaires et l'offre de NIOS en général. Donc les armoires de sécurité, forcément, hein, pour sécuriser son poste de travail. Donc Denios, comment est-ce qu'on a été créé? Donc en 1986, hein, donc ça commence à dater un petit peu. Il y a eu une énorme catastrophe chimique au sein de Sandoz, donc maintenant qui est Novartis en Suisse. Il y a eu un gigantesque incendie, hein, comme on a pu connaître plus récemment à l'usine Lubrizol à Rouen. Et en fait, il y a eu 15 000 mètres cubes pardon, d'eau d'extinction qui se sont déversés dans le Rhin, ce qui a pollué la faune et la flore sur plus de 400 kilomètres. Et il faut savoir qu'encore aujourd'hui, on a des impacts environnementaux liés à cette catastrophe. Donc, suite à ça, Monsieur Denig, hein, qui est toujours notre président directeur général, a eu cette prise de conscience de se dire il faut sécuriser les installations. Et donc, comme il était chaudronnier, il s'est lancé dans du coup, la conception de bacs de rétention. Et c'est comme ça que Denios est né. Donc, en France, il faut savoir qu'on a été créé, nous, en 1994 et on va fêter nos 30 ans cette année. Donc, les valeurs du groupe, la transparence, l'innovation, l'expertise, la fiabilité et la stabilité. Forcément, quand on commence à toucher à ces sujets-là, nous, on se doit d'être le plus transparent possible concernant la conception de nos produits, d'être toujours innovant parce qu'on parlait tout à l'heure de Lubrizol, hein, l'arrêté concernant les produits inflammables, de stockage des produits inflammables pour les sites ICPE a évolué. Donc, on a dû innover et proposer de nouveaux produits comme le Spillguard, hein, qu'on verra un petit peu plus tard. Euh, on se doit de vous apporter notre expertise parce que forcément, c'est très, très réglementé, connaître les législations, pouvoir vous conseiller au mieux. La fiabilité, évidemment, hein, puisque vous avez des risques sur site. Donc, si nos produits ne vous permettent pas d'être en sécurité durant voilà, un certain nombre d'années, que vous soyez sûr de vos stockages, c'est important. Et la stabilité, puisqu'évidemment, on commercialise des équipements. Hein, il faut pouvoir vous fournir des pièces détachées, des réparations durant un certain nombre d'années, donc bien au-delà du temps de garantie en général, puisque je vous dis, nous, on a 30 ans cette année, donc Denios s'est installé dans le temps. Donc notre vision en tant que leader mondial de solutions de stockage de matières sécurité, de matières dangereuses, pardon, c'est effectivement, autour de ces valeurs, vous faire un accompagnement complet. Et notre mission, évidemment, c'est vous proposer notre savoir-faire, hein, et des produits garantis qui vous garantissent une sécurité d'activité et votre satisfaction. Les compétences, hein, on est fabricant, hein, on a du coup plusieurs usines en Europe, hein, pour fabriquer tous ces produits. Et ça va donc de l'innovation, hein, de la création des produits jusqu'à leur construction évidemment, la production, donc au sein d'usines toujours plus performantes, hein. Nous, chez Denios France, on est également en train de s'agrandir pour pouvoir toujours proposer plus de produits performants et vous accompagner au mieux. Les services, puisque une fois qu'on vous a vendu ces produits, on ne vous abandonne pas dans la nature. Il faut évidemment pouvoir effectuer les maintenances préventives et aussi les réparations. Et la formation, donc on parlera des Denios Academy un petit peu plus tard, qui est la branche de Denios plutôt axée sur la formation des produits, parce qu'on vend des solutions quand même assez complexes. Et c'est important que chacun puisse savoir s'en servir au mieux pour pouvoir bien utiliser ces solutions. Le développement durable, évidemment, hein, quand on est sur ce secteur de la préservation de l'environnement, on se doit nous-mêmes, hein, d'être dans cette optique. Donc, Denios Group à l'échelle européenne est climatiquement neutre. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement important pour le groupe Denios. Chaque nouvelle usine essaye voilà, de réduire au maximum son impact.
La certification EcoVadis, toujours à l'échelle de Denius Group. Nous sommes donc Silver, hein, EcoVadis 2023. Donc c'est très important également de pouvoir vous apporter une satisfaction en termes de service. Donc il y a le produit, mais il y a le service. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est primordial dans notre vision du groupe. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, donc les armoires de sécurité. Donc évidemment, il y a tout l'aspect réglementation concernant la rétention quand on parle de produits chimiques dangereux. Donc ça, ce sont du coup les règles classiques que vous pouvez connaître, hein, le 50% du volume total stocké, 100% du plus gros contenant, toutes ces règles-là qu'on aborde au sein d'un autre webinaire, notamment donc, que ce soit pour les bacs de rétention ou pour l'arrêté du 24 septembre. Mais pour les armoires de sécurité, il y a d'autres normes qui viennent s'ajouter, et notamment par rapport au stockage de produits inflammables. Il y a la norme 14470-1 et 1363-1 qui sont des normes de résistance au feu. Donc, c'est-à-dire qu'on va tester des armoires en chambre de feu pour qu'elles puissent résister 15, 30, 60 et 90 minutes au feu. Donc l'armoire, il y a les conditions du test qui sont bien prédéfinies, hein. On place une armoire à 100 mm d'un incendie dont l'intensité est prévue par la norme. On vérifie que les portes vont bien se fermer automatiquement. Donc nous, dans nos armoires, la conception, c'est 70 degrés. Donc c'est-à-dire que dès qu'il fait 70 degrés, il ne faut pas qu'elles mettent plus de 20 secondes à se fermer. Les étagères doivent rester stables, puisque comme il y a des produits solventés, donc inflammables à l'intérieur de l'armoire, bien évidemment que si tout s'effondre, ça peut générer du coup soit une réaction exothermique ou n'importe quoi qui pourrait faire que l'armoire ne fasse plus son job du coup et qu'elle ne contienne pas l'incendie pendant 90 minutes. Le bac de rétention doit être étanche, puisque c'est bien le risque incendie, mais on est toujours là aussi pour préserver l'environnement. Donc les produits ne doivent pas s'échapper de l'armoire, puisque les armoires ne sont pas étanches par rapport au liquide. Les parois à l'arrière et sur les côtés doivent être de construction et d'épaisseur identiques. Donc ça, c'est simplement pour faire le job, hein, de rester étanche au feu pendant 15, 30, 60 ou 90 minutes en fonction de ce qu'on demande à l'armoire. Le volume de rétention dans une armoire, elle est par conception est définie sur la norme du labo, c'est-à-dire qu'on veut 10% du volume total stocké ou 110% du plus grand contenant. Après, on reste quand même en France et en Europe. Donc en France, avec les règles de rétention qu'on nous demande par ailleurs, donc il existe des aménagements d'armoires qui permettent de respecter néanmoins cette règle générale. Et ensuite, vous avez donc l'équipement de joint thermodilatant et une sortie d'aération. Donc ça, c'est pareil, ça permet de faire le job, être étanche à l'incendie pendant 15, 30, 60 ou 90 minutes. Il y a une diapo après où vous allez voir les photos de tous ces éléments. C'est un petit peu plus parlant, hein. Et ensuite, ça doit être équipé de pictogrammes qui indiquent la charge maximale par étagère. Pour respecter la règle que les étagères doivent rester stables, forcément, si c'est 50 kg de charge admissible et qu'on met 100 kg, ça va poser problème. Donc ça, vous devez être informé, ça doit être clairement exprimé dans vos armoires. Et ensuite, on indique également les normes dessus, si votre armoire est résistante ou non. Tout ça doit pouvoir se voir d'un seul coup d'œil sur une face visible de votre armoire. Je ne vous ai pas précisé, mais il y aura une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Et j'ai également deux collègues qui sont Pauline Grémont et Laure Jourdain qui vous répondent via le chat si jamais vous avez des questions durant la présentation. Elles vous répondent par écrit et moi, à la fin, je reprendrai ces questions pour y répondre parce que, en général, ça concerne un petit peu tout le monde. Voilà, petit aparté, j'avais oublié de le préciser au début. Concernant les armoires, du coup, toujours en termes de législation, les règles de stockage pour les produits dangereux, il y existe, en plus de la norme EN 1470-1 et 1363-1, la certification GS. La certification GS, ça doit vous parler parce que ça ne s'applique pas qu'aux armoires. Ça peut s'appliquer aux jouets pour enfants, aux outils. C'est plutôt des normes de résistance mécanique. Donc, sur nos armoires, comment ça s'applique? Par exemple, les portes et les tiroirs passent un test de résistance avec la charge maximale. Les ouvertures et fermetures de portes sont testées à 50 000 reprises. Donc, on va fermer, ouvrir la porte 50 000 fois en s'assurant que les portes sont toujours fonctionnelles. Et on effectue également des points de contrôle de température supplémentaires et notamment sur le sol de l'armoire. Donc, en plus des conditions de test de la norme, on vient passer cette certification GS qui vous ramène une notion de sécurité complémentaire de résistance mécanique de votre armoire. Qu'est-ce qui est important également quand on veut définir sa solution de stockage en armoire de sécurité? Ça va être la compatibilité des produits chimiques liquides.
Vous avez plusieurs produits à stocker. Donc, il faut s'assurer que entre eux, on peut les stocker physiquement dans un même espace. Donc pour ce faire, vous avez pas mal de tableaux, que ce soit sur le site de Denios ou sur le site de l'INRS, ce genre de tableau de compatibilité qui va vous permettre d'établir en fait quels produits peuvent être stockés où. Et donc, ces petits pictogrammes, vous allez me demander où est-ce qu'on peut les trouver. Donc, chaque produit, normalement, se doit d'être étiqueté, donc avec les pictogrammes dessus. Sinon, vous avez donc dans les FDS, les fiches de données de sécurité, le vendeur de ces produits chimiques se doit de vous les fournir. C'est une obligation légale. Dans la rubrique 7, vous avez la partie donc stockage de produits chimiques entre eux, donc les préconisations, mais également par rapport à l'environnement de stockage et notamment le contenant. Donc, par rapport à votre armoire, par exemple, s'il vous faut du PE, s'il vous faut un autre type de matériaux. Donc ça, c'est extrêmement important. Bien regarder ces pictogrammes, bien vérifier ce qui peut être stocké ensemble ou non. Donc, si maintenant, avec tout ça, on se pose la question, voilà, comment est-ce que je vais définir ma bonne solution de stockage? Donc, il faut être méthodique. Il faut commencer par inventorier tous ces produits et les classer. Donc, vous allez répertorier l'ensemble des produits par classe de risque. Vous allez voir, après, je vous ai fait une petite diapo illustrative de ce que ça donne pour que ce soit plus parlant. Mais donc, le premier point, c'est je répertorie tous mes produits, je les compte, je les classe pour chaque classe de risque, parce que par exemple, le corrosif, hein, les deux petits tubes à essai, la main, c'est donc corrosif, mais dedans, nous avons les acides pH de 1 à 6 et les bases pH de 7 à 14. On ne doit jamais mettre un acide et une base ensemble puisqu'ils vont vouloir se neutraliser et en général, c'est une réaction exothermique, ça chauffe, ça bout, c'est extrêmement dangereux, ça dégage des vapeurs. Donc derrière chaque pictogramme, il faut quand même toujours se référer donc à sa FDS qui va vous donner ce complément d'information. Donc, on définit bien le nombre de contenants, le format des contenants et donc les produits qui peuvent être stockés ensemble. Ça, c'est impératif. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ce petit travail, on va récapituler donc le nombre et le type de contenant par famille de produits afin de cibler la bonne armoire. Est-ce que j'ai 20 litres de tel produit, 30 litres d'un autre? Est-ce que je peux les mettre ensemble? Donc ça, c'est important. Et pour les armoires coupe-feu, tout à l'heure, on parlait de temps de tenue au feu, 15, 30, 60, 90 minutes. Ça, comment est-ce qu'on va le définir? C'est simplement la démarche de se dire, dès le moment où je vais constater qu'il y a un incendie, combien de temps vont mettre les services de pompiers à intervenir sur mon site et arriver aux abords de l'armoire. Il faut bien se dire que quand les pompiers arrivent, c'est pas la première préoccupation, ça va être l'évacuation du site, la sécurisation éventuellement de la structure qui n'est pas d'effondrement. Donc, ils font pas mal de choses avant de se retrouver devant l'armoire. Donc, il ne s'agit pas qu'au moment où les pompiers arrivent aux abords de l'armoire, ça explose. Donc, c'est vraiment important de se poser cette question. 15 minutes, autant vous dire, c'est un service de pompiers sur site. Voilà. Et après, si on est vraiment en hypercentre, que la caserne est à 2 minutes en voiture, on peut envisager le 30 minutes. Nous, ce qu'on conseillera toujours, c'est le 90 minutes. Parce que ça vous laisse vraiment le temps de pouvoir prendre en compte donc l'incendie, tout ce qu'il y a à faire avant d'arriver aux abords de l'armoire et de l'arroser éventuellement pour limiter le surincendie. Donc ça, c'est important. Et ce qui est très important aussi, c'est de reporter ces armoires de sécurité coupe-feu sur les plans d'évacuation pour que les pompiers sachent exactement où sont ces armoires. Donc ça, c'est vraiment des informations extrêmement importantes à communiquer aux services de pompiers quand ils arrivent sur site. Donc une fois qu'on a fait ce petit travail, voilà ce qui en découle. C'est un exemple d'inventaire que je vous ai fait, tout bêtement, un fichier Excel. On a mis, pardon, excusez-moi, ça change de diapo tout seul. On a mis donc tous nos produits. Vous voyez, par exemple, là, j'ai du corrosif. Les deux premiers, c'est un acide. Et en dessous, c'est un chlorure de sodium, donc une base. Donc, je ne les mets pas ensemble. Donc, j'ai calculé mon nombre de contenants avec le volume. J'arrive à un litrage. J'ai noté le nombre d'armoires dont j'avais besoin. Donc, je me retrouve à pouvoir appeler mon fabricant, Denios évidemment, hein, avec donc les informations de pouvoir nous dire j'ai 40 litres de produits acides, j'ai 25 litres de produits basiques, j'ai 265 litres d'inflammables et 60 litres de phytosanitaires. Nous, c'est tout ce qu'il nous faut pour vous amener vers la bonne solution produit. Il faut bien comprendre que l'analyse du risque est à faire par le client. Nous ne sommes pas chez vous, nous n'avons pas vos FDS et nous ne sommes pas vos yeux. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de nous donner ces informations pour que nous, ensemble, on puisse du coup après vous préconiser la bonne solution de stockage. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir fait ce petit travail. Et croyez-moi qu'en général, quand vous faites ce petit travail, vous allez vous rendre compte que votre stock de produits chimiques
va descendre et ça vous permet également de limiter le risque parce qu'on a tendance à avoir plein de stocks parce qu'on ne le stocke pas correctement et quand on se rend compte qu'il faut acheter des armoires derrière de sécurité coupe-feu qui peuvent coûter 3 000 euros, en général, ça amène une prise de conscience, mais ça sert surtout à faire diminuer les risques. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, une fois qu'on a défini si nos produits peuvent être stockés entre eux, il faut maintenant définir vers quel type d'armoire on va aller, puisque je vous ai dit la compatibilité des produits, évidemment, c'est entre eux, mais c'est aussi avec le matériau qui va les stocker. Si j'ai un acide avec une armoire en acier, je vais faire des dégagements d'hydrogène dès lors où j'aurai de l'acide qui va tomber sur le métal. Donc, c'est pas le but. Donc, maintenant, on va se tourner vers cet aspect. Donc, les produits inflammables, ils doivent être obligatoirement stockés dans des armoires en acier. Pourquoi? Parce qu'intrinsèquement, l'acier, entre 5 et 10 minutes, il va pouvoir résister à une flamme. Si l'armoire est en plastique, en polyéthylène, et bien évidemment, ça fond, dégagement de vapeur dangereuse. Donc voilà, en minima, on sera dans une armoire en acier et dans l'idéal, bien sûr, dans une armoire coupe-feu. Qu'est-ce qui va pouvoir exister dans la gamme des armoires de sécurité coupe-feu? Enfin, en tout cas, anti-feu. Vous avez des armoires de sécurité tôlées de cette conception. Donc, ça va être deux tôles. Si vraiment on amène une petite sécurité complémentaire, on peut avoir une paroi isolée, mais en aucun cas elles sont certifiées coupe-feu, donc selon la norme EN 14470-1. C'est en général de l'auto-certification par le fabricant qui va vous dire, moi j'ai testé, je vous dis que pendant 30 minutes c'est OK. Parfois par des bureaux comme Veritas ou quoi, mais ça n'a pas en fait de valeur par rapport à une norme. Ça reste soit une auto-certification, soit une certification par un organisme, mais elles ne sont pas normées. Donc ces armoires-là, certes, vont résister un petit peu plus longtemps, mais ne seront pas coupe-feu et encore moins 90 minutes. Donc ça, il faut faire attention en fonction de vos attentes par rapport à vos produits. Si vous avez pourquoi pas un local sprinkler, par exemple, sprinkler, où vous avez des moyens de lutte d'incendie, des murs coupe-feu, pourquoi pas, mais c'est absolument pas un système efficace pour lutter contre le feu. Ça existe parce qu'en fonction de votre environnement, ça peut être justifié. Mais si vous n'avez aucun moyen de lutte contre le feu, que vos produits chimiques sont dans un local lambda, c'est pas la solution la plus sécuritaire à adopter. On passe ensuite sur nos armoires de sécurité coupe-feu. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la norme? On va vous dire que lors du stockage de plus de 20 kg de produits facilement inflammables, dont 10 de liquide extrêmement inflammable, c'est les petits classe H, mais même en dessous de ce seuil, il est fortement recommandé d'utiliser ce type d'armoire. Pourquoi? Parce que bah, c'est votre seul moyen de faire en sorte que l'incendie ne se propage pas plus, hein. On sait qu'un site sur deux ne va pas se relever d'un incendie de grande ampleur. Donc certes, c'est un investissement, mais comparé à soit déjà l'arrêt du site, chômage technique pour reconstruction ou l'arrêt complet de l'activité, et puis les pertes humaines ou les dommages corporels, voilà, ça reste une solution fiable et sécuritaire de lutte. On va du coup faire un petit zoom sur la conception de tout ce que je vous ai dit par rapport aux aspects de la norme. Vous avez donc le thermofusible, c'est la petite image 2. Il faut imaginer que c'est en fait un joint noir, hein, thermofusible. Excusez-moi, j'ai fait un mélange. Le thermofusible, pardon, c'est l'image 1. Donc c'est une pièce mécanique, ça veut dire que vos armoires de sécurité coupe-feu n'ont pas besoin d'être branchées sur le secteur. C'est une pièce mécanique qui va être dans le groom des portes des armoires de sécurité coupe-feu et qui à 70 degrés va claquer, ce qui induit la fermeture des portes automatiques. Donc ça c'est la photo 1. Le joint intumescent dont je voulais vous parler a priori est du coup un joint qui lui sous l'effet de la chaleur va se gonfler. Ce joint recouvre donc bah, les trois parties de la porte hein, qui ne sont pas accrochées forcément sur les gonds. Et ce joint donc du coup va gonfler sous l'effet de la chaleur et ça va rendre en fait l'armoire hermétique en termes donc d'apport d'oxygène pour éviter que du coup il y ait un incendie sur incendie possible à l'intérieur de votre armoire en privant en fait l'intérieur de l'armoire d'apport d'oxygène. Vous avez un clapet coupe-feu, donc c'est la photo 3, qui lui va être en fait sur, bah, vous voyez la sortie 5 hein, qui est la ventilation. Là, on va pouvoir brancher un caisson de ventilation. Si jamais il y a un incendie, le clapet se ferme et on prive également l'intérieur de l'armoire en apport d'oxygène. Donc ce clapet est ouvert quand tout va bien, il se ferme dès lors où il fait 70 degrés. Il est également donc équipé de ce même thermofusible qui équipe les groupes des portes. Vous avez les parois qui vont être composées de bois et de plâtre, donc c'est des couches successives.
D'où le fait de ne pas pouvoir les placer en extérieur ou dans des environnements humides, puisque les parois viendraient à se déformer, pardon. Et donc, 15, 30, 60 ou 90 minutes, vous allez avoir plus ou moins de ces couches de bois et de plâtre hein, qui vont être mises les unes derrière les autres. Et c'est aussi ce qui fait que ces armoires peuvent faire jusque 500 kilos. C'est parce que c'est via cette conception qu'on arrive à lutter contre le feu. Vous avez sur nos armoires, en tout cas, les serrures qui vont être en fait tout au haut de l'armoire. Donc, on nous demande souvent pourquoi. Parce qu'en fait, elles ne se trouvent pas dans l'espace qu'on appelle, nous, la chambre de feu. Elles vont être en dehors, donc dans la partie technique de l'armoire, et ça évite les ponts thermiques, toujours pour faire en sorte que la température n'augmente pas à l'intérieur de l'armoire. Vous avez sur les modèles 90 minutes des prises de mise à la terre, puisqu'on les recommande, ces armoires-là, pour le stockage de solvants. Qui dit solvant dit émanation de vapeur. Et si on confine tout ça à l'intérieur, on peut potentiellement créer une zone latex si on ne ventile pas cette armoire. Ou cette armoire peut être amenée dans une zone latex, donc il est impératif d'avoir une patte de mise à la terre pour pouvoir relier votre armoire à la terre tout simplement. Vous avez de la ventilation naturelle et vous avez une sortie pour le raccordement système de ventilation mécanique. C'est un alinéa de la norme hein, de devoir ventiler et de renouveler 10 fois le volume d'air par heure de l'armoire pour éviter ce que je vous ai expliqué, hein, le confinement de vapeur solvantée à l'intérieur de votre armoire. Donc à chaque fois que l'opérateur ouvre l'armoire, il va se prendre une salve de vapeur solvantée. Donc c'est pas le but. On ne déplace pas un risque pour en avoir un autre. Donc nous, on vous conseillera toujours de ventiler vos armoires. On en vient du coup à la diapo après, évidemment. Donc pour ces armoires de sécurité, vous avez une double possibilité. Soit on ventile. Donc la ventilation, hein, c'est bêtement, je prends mon air vicié à l'intérieur de l'armoire, je la rejette, mais je la rejette où? Bien sûr qu'on va pas l'acheter dans la pièce, ça ne sert à rien. Donc il faut soit faire de la maçonnerie, on rejette en extérieur, tenter que vous puissiez le faire si vous avez, je ne sais pas, une école ou n'importe quoi d'autre à côté, ou alors dans un système de ventilation qui serait préexistant au sein de votre société, qui permet bien de renouveler 10 fois le volume d'air par heure et pour lequel les vapeurs de votre armoire ne seraient pas incompatibles avec d'autres vapeurs que vous seriez amené à ventiler pour un autre poste de travail ou d'autres applications sur site. Donc la ventilation, ça c'est le premier point. Et ensuite la filtration. Donc là, on va prendre l'air de l'armoire, on va la filtrer afin de rejeter un air purifié. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de maçonnerie à faire, puisque vous pouvez vous poser votre caisson, vous le branchez sur le secteur, ça renouvelle l'air. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a du consommable, puisqu'évidemment, je change mon filtre à peu près une fois par an. Si vous fermez bien vos flacons, si vous ne laissez pas tout ouvert dans l'armoire, le filtre en général dure un an. Et ça vous permet de pouvoir déplacer votre armoire. On parlait tout à l'heure du fait d'avoir des armoires de sécurité pour sécuriser les postes de travail et amener les produits chimiques au plus près des opérateurs pour éviter d'autres risques. Hein. Se balader avec des produits chimiques dans les mains à longueur de journée, c'est pas forcément le plus sécuritaire possible pour les opérateurs. Donc là, l'avantage, c'est que vous revoyez votre chaîne de production, le poste est déplacé, vous déplacez votre armoire. Vous avez fait un trou dans le mur, on va réfléchir à deux fois avant de refaire un trou dans le mur 5 mètres après. Donc voilà, il y a toujours un avantage, un inconvénient. Dans tous les cas, nous, on vous dira qu'il faut renouveler 10 fois le volume d'air par heure. Après, à vous de choisir la solution la plus adaptée en fonction de votre ergonomie de travail sur site. On va passer maintenant aux produits corrosifs. Donc les produits corrosifs, évidemment, attaquent l'acier, donc qui doivent être stockés dans des armoires en PE ou alors en acier, mais avec un traitement spécifique qui recouvre les parois, ou en inox. Chez Denios, vous avez plusieurs gammes possibles. Nous avons de conception d'Enios l'armoire donc en polyéthylène qui va être extrêmement résistante avec des étagères amovibles. Donc vous pouvez revoir un petit peu l'installation de vos étagères en autonomie. Toutes les parties qui pourraient être en acier sont traitées ou alors en fibre de verre renforcée. Ce qui vous permet d'avoir une armoire qui peut stocker des produits corrosifs évidemment, mais aussi se trouver dans un environnement corrosif. Donc ça peut être intéressant parce que là, je vous la vends pour des produits corrosifs, mais imaginons que vous êtes en une société en bord de mer, vous avez un air très salin, vous stockez des huiles, donc vous pouvez très bien mettre vos huiles dans votre armoire, vous avez de la rétention, et votre armoire, elle, va résister aussi à la corrosion. C'est un produit qui peut être intéressant aussi sur d'autres applications que le stockage de produits corrosifs. Vous avez ensuite donc l'armoire du milieu, qui elle va être une armoire conception acier, mais avec un revêtement époxy donc particulier
sur toutes les parties métalliques et avec des surbacs en polypropylène sur les étagères pour pouvoir stocker spécifiquement les corrosifs et avec un compartiment pour l'acide fluorhydrique qui, comme vous le savez peut-être, est un acide mortel à très faible dose. Donc là, ça vous permet d'avoir un compartiment bien dédié pour l'acide fluorhydrique. Et ensuite, on a une autre gamme de produits qui est intéressante puisque c'est une armoire qui a vraiment deux compartiments séparés physiquement. Mais vous savez que pour les produits corrosifs, parfois ce sont plutôt enfin, les vapeurs aussi hein, qui peuvent être corrosives et incompatibles entre elles. Donc là, vous avez deux possibilités d'extraction sur le dessus pour avoir deux extractions bien séparées en termes de ventilation. Donc stockage séparé physiquement par des bacs séparés, par deux compartiments séparés, plus deux extractions bien distinctes. Donc ça peut être une application intéressante quand on a des produits qui ne peuvent être stockés ni physiquement ni ventilés ensemble pour des raisons d'incompatibilité de vapeur. Vous avez ensuite donc l'aspect ventilation et filtration pour les produits corrosifs. Donc là, ce qui change, c'est le volume d'air à renouveler. On va être sur 4 à 6 fois le volume d'air par heure pour du corrosif. Mais vous avez toujours ces deux solutions que je vous ai présentées précédemment. Je fais un trou dans le mur où j'extrais dans un système de ventilation préexistant avec un ventilateur. Donc je prends juste mon air et je l'envoie ailleurs. Ou la filtration. Donc là, on a un autre type de filtre. Hein. C'est pas le même que pour les produits solventés. On va avoir un autre type de filtre, mais le principe est le même. Vous avez un filtre dans un caisson. Vous prenez l'air, vous le filtrez et comme ça, vous rejetez un air purifié. Et donc, vous avez par contre ce filtre à penser à changer chaque année. C'est pareil, dans une armoire qu'on a tous ouvert au lycée, des armoires de produits chimiques, ça pique le nez, mais ça pique le nez, mais ça pique aussi l'intérieur des poumons, ça pique la trachée. En fait, on se rend pas compte, mais on s'intoxique en faisant ça. Et le fait de confiner dans une armoire, on confine forcément les vapeurs. C'est pas dans tout le labo, c'est dans l'armoire. Donc, quand vous ouvrez la porte de l'armoire, vous prenez une concentration de vapeur dans l'air qui est assez importante, d'où l'intérêt de ventiler ces armoires ou filtrer l'air. On va arriver aux armoires pour phytosanitaires et combinés. Donc ça, c'est une autre partie de notre gamme. Donc les phytosanitaires, c'est une armoire assez classique, un armoire tôlée classique, mais avec de la ventilation, puisque ça reste quand même le risque sur ces produits-là, hein, c'est les émanations de vapeurs toxiques. Et ensuite, les armoires combinées. Donc là, ça va être pour les entreprises qui auraient quelques produits de ci, de là, de chaque classe de risque, on va dire. Donc ça peut être un laboratoire de test R&D qui a trois flacons de base, trois flacons d'acide, deux solvants. Donc là, ça vous permet d'avoir un stockage séparé physiquement de chaque risque de produit. Donc vous avez du deux compartiments, trois compartiments, quatre compartiments, mais avec le compartiment corrosif qui va bien être protégé de surbac en PE. La seule chose, c'est que là, par exemple, sur le modèle que vous voyez à l'écran, on n'a pas de protection coupe-feu. Mais il existe aussi des armoires combinées permettant de stocker du corrosif, de l'inflammable avec une tenue au feu, une protection coupe-feu et une norme. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez vraiment multi-risques, mais peu de volume. Parce qu'une armoire de sécurité, ça prend quand même au sol, pour les plus grosses, 1,20 m par 600 sur 2 mètres de haut. Donc on va pas mettre trois flacons dans chaque armoire et prendre la moitié du labo. Donc c'est intéressant de savoir que ça existe. On va en venir aux armoires pour les batteries lithium-ion. Donc, grosse problématique d'actualité, hein. Vous savez, comme moi, hein, tous les jours, on voit passer sur les fils d'infos, les réseaux sociaux, d'énormes incendies, des trottinettes dans des salons qui brûlent à Noël à côté du sapin. Donc, ça concerne tout le monde, hein. Les smartphones qu'on recharge sur l'oreiller à ne jamais faire, hein, puisque bah, du coup, quand ça s'enflamme, la première des choses, enfin, l'emballement thermique, c'est les vapeurs toxiques. Donc, ça nous endort bien avant qu'il y ait eu de la fumée ou quoi que ce soit d'autre. Donc vraiment, les batteries lithium-ion, c'est à faire attention. Il y en a partout. On développe des solutions, mais on court un petit peu après le risque, hein, puisqu'on a constaté le risque et on trouve des solutions. Il faut savoir qu'il n'y a toujours pas de législation comme on peut l'avoir pour les bacs de rétention où on vous dit il faut faire ci, ça, ça. Là, c'est pas le cas. On vous demande de faire attention et d'être prudent et de ne pas faire courir de risques à vos salariés. Donc, qu'est-ce qui existe chez nous? Donc, chez nous, on va avoir deux gammes. On a une gamme pour le stockage passif. Donc là, c'est par exemple, j'ai des armoires de sécurité, mais je veux pas les charger. Je veux juste les entreposer. Donc là, à ce moment-là, sur ces armoires-là, on va avoir un capteur de fumée et un détecteur de température. Sur ces armoires-là, la grosse différence avec les produits solventés, c'est que je vais être coupe-feu 14 410-1. Donc, c'est-à-dire que s'il y a le feu à l'extérieur, ça rentre pas à l'intérieur de l'armoire.
Et le 1363-1, c'est s'il y a le feu à l'intérieur, ça ne sort pas à l'extérieur de l'armoire pendant 90 minutes. Et vous savez comme moi que le risque avec la batterie lithium-ion, c'est la batterie lithium-ion. Donc l'idée, c'est que je la mets à l'intérieur et si elle s'emballe, thermiquement, ça ne sort pas. Mais si j'ai le feu dans mon appartement, c'est pareil, ou dans ma maison, ou dans mon garage, ou dans mon entreprise, je ne veux pas que le feu de ma maison se propage aux batteries lithium-ion, parce qu'un feu, n'importe lequel, on sait l'éteindre. Un feu de batterie lithium-ion, on ne sait rien faire. Une batterie lithium-ion, c'est une réaction chimique qui, à un moment donné, va ne plus être stable. Et malheureusement, la seule chose à attendre et à faire et à attendre, en fait, c'est d'attendre, pardon, je vais y arriver, que la réaction chimique s'épuise. Mais ça peut durer extrêmement longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la Tesla en Belgique qui est immergée dans une benne d'eau. Pas forcément, ça coupe, hein, ça s'arrête, mais dès qu'on ressort la Tesla, elle brûle. Et ça peut durer, ça dure, je crois, 3 jours. Vous avez la même chose avec les Vélib qu'on balance dans la Seine. Quand les pompiers les sortent, ça se remet à brûler. C'est extrêmement dangereux. Donc l'idée, c'est vraiment, je prémunis l'incendie, que ce soit de l'intérieur de l'armoire vers l'extérieur, ou s'il y a le feu à l'extérieur, que ça n'aille surtout pas se propager à l'intérieur. On peut équiper évidemment l'armoire d'un système d'extinction d'incendie, donc c'est à base de potassium. Donc on appelle ça extinction, mais c'est un peu un abus de langage. En fait, c'est une poudre qui va venir se poser sur les batteries et ça réduit l'emballement thermique. Et il y a également une valve de décompression parce que, comme je vous l'ai dit, la première des choses quand ça s'emballe thermiquement une batterie, c'est du dégazage. Donc du coup, c'est pour limiter, excusez-moi, c'est pour limiter la pression à l'intérieur de l'armoire, forcer l'ouverture des portes, ce genre de choses. Donc, on a amené sur les nouvelles conceptions, c'est une gamme qui est sortie en début d'année, des valves de décompression. Donc, vous avez, oups, excusez-moi. Donc, vous avez le détail hein, donc la première photo, c'est la poignée de porte. Donc, avec une poignée, vous ouvrez les deux portes. En haut à droite, donc vous avez le ventilateur, parce qu'en fait, il faut jamais qu'il fasse plus de 50 degrés dans votre armoire de batterie lithium-ion. Excusez-moi, décidément. Vous avez le détecteur de fumée. Ensuite, le système d'extinction à base de potassium, la valve de surpression qui est difficile de montrer à l'écran, mais qui se trouve en toiture. Et ensuite, les deux voyants donc, qui correspondent au système d'alarme qui va être détaillé un petit peu plus loin dans cette présentation. Vous avez ensuite la possibilité de stocker vos batteries, mais aussi de les charger. Il faut savoir qu'une batterie lithium-ion, qu'est-ce qui va faire qu'elle s'emballe? Ça va être les écarts de température, très froid ou très chaud, et le choc mécanique. C'est-à-dire que vous avez des perceuses, imaginons maintenant sur site, la personne de la maintenance la fait tomber dans la journée, elle repose dans son établi, elle s'en sert. La nuit, elle met à charger à son poste de travail. Et bien c'est là où il y a 90% de chances que l'emballement thermique se produise. Une batterie qui a été choquée, soumise à la charge ou aux températures extrêmes, vous lui apportez vraiment des fortes chances de rentrer en emballement thermique. Et évidemment, les charges en général, c'est quand on n'est pas là pour être optimum le reste du temps quand on est à son poste de travail. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre ces batteries en charge dans un environnement sécurisé. Donc là, vous avez ces armoires de stockage de batteries lithium-ion qui vont être équipées de barres de 8 prises, qui seront évidemment protection coupe-feu comme tout à l'heure. Donc avec tous les systèmes que j'ai détaillés avant, donc vous avez toujours le ventilateur, le détecteur de fumée, le système d'extinction à base de poudre de potassium, les niveaux d'alarme. Et ce qu'on va vous proposer, évidemment, c'est de pouvoir reporter les alarmes donc, de cette armoire, parce que vous avez des armoires visuelles et sonores, mais pour ça, il faut être sur site. Donc, vous avez deux possibilités. Renvoyer cette information par contact sec, par un fil vers vos centrales SSI que vous pourriez déjà avoir, ou vers un petit modem hein, qui ressemble à un petit modem d'Internet, hein, dans lequel vous allez mettre une carte SIM et qui va envoyer des mails ou des textos sur 5 contacts et qui va pouvoir renvoyer l'information de quel niveau d'alarme s'est déclenché. Euh, donc ça, c'est le détail de la conception de l'armoire. Et donc, on arrive à ces fameuses alertes. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs signaux d'alarme. Hein. S'il y a une panne électrique, le contact sec se ferme et tout ça, évidemment, ça vous est reporté. Attention, il y a plus d'électricité dans l'armoire. Ça peut être, par exemple, un incendie sur site, mais ça vous envoie l'information. Température intérieure supérieure à 50 degrés. Vous avez un premier voyant rouge qui s'allume, un signal sonore intermittent. On coupe l'électricité à l'intérieur de l'armoire, mais l'armoire n'est pas encore condamnée. La personne qui a été désignée et qualifiée, c'est-à-dire formée hein, avec la notice d'utilisation de l'armoire,
à utiliser cette armoire va pouvoir inspecter. Ça peut être un atelier où il n'y a pas la clim, il fait une chaleur épouvantable, c'est en charge, il peut faire un peu plus de 50 degrés, mais qu'il n'y ait pas d'incident à l'intérieur de l'armoire. Donc dans ce cas-là, on remet son armoire en mode normal et on continue son activité. Si la batterie est défectueuse, on la retire et on peut la placer dans des bacs à quarantaine, donc que nous proposons hein, notamment, qui permet d'isoler les batteries et de les confiner dans autre chose qu'une armoire de sécurité. Ensuite, vous avez la détection de fumée. Donc, ça ne peut être que la détection de fumée, mais il ne fait pas 50 degrés, par exemple. Donc, vous avez le voyant rouge toujours qui s'allume, mais votre signal sonore va être un petit peu plus prononcé. On va toujours, de toute façon, couper l'électricité. Et là, on va couper la ventilation également. Parce que oui, on ne va pas renvoyer l'air vicié de l'intérieur de l'armoire vers l'extérieur. On va confiner tout ça à l'intérieur. Donc là, on peut toujours ouvrir son armoire pour vérifier. Si c'est une batterie défectueuse, on peut l'enlever. Si il se passe rien, il y a juste eu quelqu'un à côté qui est passé avec quelque chose qui fumait, une cigarette ou n'importe quoi, on va pouvoir relancer. Mais par contre, si on arrive au niveau d'alarme 2, là, c'est une température de plus de 70 degrés et la fumée. Là, tout se condamne. Là, vous avez une lumière qui va être clignotante rouge, un signal rapide. Tout est désactivé à l'intérieur de l'armoire. Le système d'extinction se déclenche. Et là, vous ne pouvez plus accéder à l'intérieur de votre armoire. Donc là, la consigne, c'est vous prenez votre armoire avec un transpal, vous la sortez, vous la mettez au milieu de nulle part, un parking, n'importe quoi, loin de tout. Quand vous allez prendre l'armoire, en fait, tout se débranche, hein, c'est des câbles qui sont bien prévus pour, que ce soit l'alimentation électrique, le contact sec de potentiel, tout va se débrancher. Vous la mettez en extérieur, vous appelez les pompiers. Comme je vous l'ai dit, on ne sait rien faire de toute façon, donc ils vont venir et ils vont arroser l'armoire jusqu'à ce que ça arrête de se consumer. Mais ça vous laisse au moins 90 minutes pour le faire. Pendant 90 minutes, ça vous laisse le temps, bah, si vous n'êtes pas sur site, le temps de recevoir l'alerte, de venir, de mandater quelqu'un pour le faire. 90 minutes, 1h30 quand même, ça laisse le temps de réagir. Si c'est la nuit que vous n'avez pas de report d'alarme, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, bien sûr, si vous n'êtes pas toujours présent sur site, c'est important d'avoir toujours un report d'alarme parce que 90 minutes, ça laisse le temps quand même d'agir plutôt que de tomber sur la batterie qui commence à fumer et de se dire, mince, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ces armoires sont vraiment là pour vous donner du temps de réagir, du temps de réaction, pardon, et surtout de sécuriser l'installation et sans être en contact direct avec ces batteries. Donc, une batterie qui commence à prendre feu, c'est beaucoup de projections, et donc on a des risques annexes, hein, au-delà de l'incendie, on a des risques aussi de blessures, hein, pour les personnes assez importantes. Donc, je vous détaille un petit peu les possibilités par rapport au report d'alarme. Donc là, sur la gauche, vous avez en fait un petit boîtier qui va se mettre entre la sortie du câble par contact sec de votre armoire et votre centrale SSI, qui va permettre de dire quel niveau d'alerte s'est mis en route. C'est important parce que si vous branchez juste votre armoire à votre centrale, on va vous dire il y a un problème dans l'armoire. Si vous avez ce boîtier entre deux, vous savez quel est le problème. Donc ça peut être intéressant quand même de savoir est-ce que je cours tout de suite, je vais à l'usine et je vérifie, ou est-ce que bon, c'est peut-être juste, voilà, il fait chaud en ce moment, c'est la canicule, je m'affole moins. Donc ça, au moins, ça vous laisse la possibilité de choisir votre plan d'action en fonction du niveau d'alarme qui s'est déclenché. Et ensuite, à droite, c'est donc le dispositif de surveillance à distance. Donc là, c'est ce module-là, en fait, que vous branchez aussi sur votre contact sec de l'armoire. Mais dans ce module, vous allez mettre une carte SIM. Donc, c'est soit livré avec l'armoire, hein, de chez nous, soit vous pouvez prendre n'importe quel opérateur de votre choix, ça fonctionne. Et ça va vous permettre d'envoyer donc à plusieurs personnes cette information de problématique d'alarme dans l'armoire. On va passer sur la catégorie des armoires pour bouteilles de gaz. Donc, le stockage de bouteilles de gaz est quelque chose d'extrêmement réglementé en intérieur. Donc, si vous ne voulez pas avoir de bouteilles de gaz coupe-feu, voici ce qu'il faut respecter. Donc, des murs extérieurs qui doivent être au moins inifugés, des zones de stockage qui doivent être séparées par des portes coupe-feu avec fermeture automatique. Les locaux de stockage de gaz combustible, seuls les systèmes d'équipement électrique antidéflagrants peuvent être utilisés. Ça veut dire que tout doit être ATEX, hein, donc que ce soit vos outils, vos appareils électriques. Vous devez avoir un revêtement de sol qui doit être donc aussi en matériaux inifugés. Vous devez respecter une distance minimum de 2 mètres entre les bouteilles de gaz dans ces locaux. Vous ne devez pas avoir de fosses, de canaux, de drainage de sol, d'ouverture dans ces locaux de stockage.
Vous devez respecter une distance entre les bouteilles de gaz comprimé et les radiateurs ou autres sources de chaleur de un demi-mètre. Et donc, les armoires de bouteilles de gaz, vous pouvez, si vous voulez, pardon, lutter et ne pas avoir à mettre en œuvre tout ça plutôt dans vos installations, ou si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité d'utiliser des armoires coupe-feu, comme on a vu voir tout à l'heure pour vos produits solventés ou vos armoires pour batterie lithium-ion, pour les bouteilles de gaz. Donc, c'est la norme EN 1470-2. Donc, ce sont ce type d'armoires qui vont vous permettre en fait de stocker vos armoires en sécurité, pareil, pendant 30 ou 90 minutes au même endroit, au plus près de votre poste de travail, sans avoir une pièce coupe-feu, des locaux séparés, des porte-feu, un seul coupe-feu. Donc tout ce qu'on a vu avant, si vous achetez ces armoires-là, vous vous en affranchissez. Il y a un prérequis quand même, mais comme pour tout le reste, forcément l'oxygène, on le sépare de tous les autres gaz. On doit aussi, c'est un peu comme le principe des produits chimiques, faire son inventaire, hein, le nombre de bouteilles de gaz, la taille des bouteilles de gaz. Et pour le 30 ou 90 minutes, bah, c'est la même réflexion, combien de temps les pompiers vont pouvoir mettre à venir sur mon site. Ces armoires-là peuvent être équipées donc vous voyez, hein, de détenteurs, de tout ce qui va bien pour pouvoir distribuer du gaz. En fait, il y a un espace technique qui est prévu pour ça, ce qui vous permet non pas que de les stocker, mais aussi de les utiliser en toute sécurité. Faut savoir que ces dispositifs existent en extérieur aussi, puisque vous savez que c'est pareil. Si vous avez un local grillagé, ça peut être entre 5 et 20 mètres qu'on vous demande de l'éloigner de votre bâtiment. Donc, il existe chez Denios aussi des solutions hein, qu'on produit ici, de locaux de stockage pour les bouteilles de gaz coupe-feu, qui vous permet, quand vous êtes en région parisienne ou autre, et que vous avez la seule possibilité, c'est d'accoler votre stockage à votre bâtiment, il existe des solutions pour le faire en toute sécurité. Donc, pour les armoires à bouteilles de gaz, on ne peut pas filtrer, c'est interdit. Il faut ventiler. Et là, le volume de renouvellement d'air, c'est 120 fois pardon, le volume d'air par heure. Donc là, contrairement aux armoires de sécurité pour produits solventés, la prise d'air se fait en bas, hein, puisque là, c'est plutôt des molécules lourdes, donc ça tombe vers le fond de l'armoire. Et donc, on vient chercher cet air et on renouvelle 120 fois le volume d'air par heure. Donc là, on ne peut pas filtrer. Quoi qu'il arrive, on renvoie en extérieur ou dans son système préexistant. On arrive aux produits complémentaires. Je vous parlais tout à l'heure de l'aspect innovation et de cet arrêté Lubrizol qui rentre progressivement en vigueur hein, depuis 2023 sur le stockage des produits inflammables au sein des sociétés ICPE pour, par exemple, les contenants fusibles. Hein. Donc, vous achetez des bouteilles d'éthanol de 10 litres dans des bidons PE. Le contenant est fusible. On va vous demander 100% de rétention et un détecteur de fuite. Qu'est-ce que c'est un détecteur de fuite hein? Donc, chez Denios, on a développé deux produits un connecté, un non connecté. Ça a vraiment le format d'un détecteur de fumée, ça tient dans la main pareil, hein, vous. Sauf que là, le principe, c'est vous le mettez dans votre stockage, que ce soit le bac de rétention, que ce soit le bac de rétention de votre armoire, un rayonnage, donc bac du rayonnage. Vous le positionnez dans le bac. Il y a une pastille, en fait, et dès lors où la moindre liquide va rentrer en contact avec cette pastille, pour la version simple, ça va se mettre à crier, mais c'est absolument comme une alarme incendie, hein, c'est horrible. Pendant, ça peut sonner au moins 2 jours ça va permettre d'alerter les personnes. Après, le seul souci, c'est effectivement, vous êtes en arrêt-usine, vous êtes en maintenance, vous êtes en quoi que ce soit d'autre, il n'y a personne pour l'entendre. Et bien, du coup, le problème, c'est que personne n'a l'information. Donc, on a développé également un Spielguard Connect, donc qui, lui, va sonner aussi. Hein. Alors, ces deux Spielguard ont une durée de vie de 5 ans hein, en termes de batterie. Donc, le principe donc, du Connect, ça sonne, ça sonne, ça sonne pendant à peu près également 48 heures mais ça va envoyer via une application Zenius Connect hein, une information donc pour vous dire attention, ce Spielguard, il est en défaut. Soit il est en défaut, par exemple, il n'y a plus de batterie, il est hors ligne, ou alors il y a une fuite dans le bac. Sur l'application, vous avez la visibilité aussi du niveau de batterie. Donc ça, c'est intéressant aussi pour prévoir le renouvellement. Et comme je vous dis, le statut hors ligne ou pas. Parce que vous pouvez très bien l'avoir mis dans votre bac et puis au bout d'un moment, il va se déconnecter. Vous allez avoir l'information. Ça fonctionne sur l'équivalent du 2G. Donc, on nous parle parfois des parkings souterrains, ce genre de choses. La 2G passe a priori presque partout, même dans les zones considérées blanches. Donc, ça utilise vraiment des bases, des ondes très, très, voilà, très courtes. Et donc, la 2G suffit pour avoir donc, du coup, une connexion.
Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en œuvre chez Denios hein, pour répondre eh ben, aux dernières exigences en termes de normes, de législation pardon, pour le stockage de vos produits inflammables, par exemple. Après, c'est compatible avec tout type de produits chimiques. Donc là, pour bah, l'arrêté Lubrizol, alors, le rend obligatoire pour une certaine classe de risque, mais vous pourrez très bien avoir un autre produit, un corrosif qui coûte excessivement cher et vous n'avez pas envie que votre fût se vide dans le bac, et ben, ça peut aussi être une solution apportée dans ce sens. Donc maintenant, on va parler de service. Donc chez Denios, nous avons un service maintenance. Donc c'est important parce que du coup, c'est le fabricant qui réalise ces maintenances. On connaît nos produits, on les maîtrise. Quand on parle d'armoires de sécurité, elles sont conçues avec un PV de résistance au feu pendant 10 ans. Mais si votre technicien ferme à coups de pied, arrache les portes, bah, si au bout de 8 ans, il y a un incendie mais qu'il n'y a plus de porte, forcément, c'est charismatique, hein, charismatique, excusez-moi. C'est c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais voilà, la porte ne fonctionne plus, forcément, elle ne sera plus coupe-feu. Donc, l'avantage de ces maintenances qui sont préventives, c'est que le technicien vient, il a une checklist comme un contrôle technique hein, pour une voiture, il vérifie tous les points, il vérifie que tout est conforme, tout est en état de marche, il vous recolle un petit macaron en vous disant cette armoire a été vérifiée. Et si votre armoire, elle a 12 ans, que le PV n'est plus bon, mais que vous avez fait votre maintenance et que votre maintenance, elle est OK, votre armoire est coupe-feu. Donc, il faut vraiment voir ça comme le moyen de s'assurer que votre armoire, au bout de plusieurs années, elle est toujours bien coupe-feu. Et surtout, ça vous couvre vis-à-vis de votre assurance si elle vous impose une armoire coupe-feu. Au bout de 10 ans, vous ne la mettez pas à la poubelle. Si elle est en bon état, eh bien, hop, maintenance, petit macaron pour un an, et vous prolongez la durée de vie de votre armoire. Les techniciens, ils ont à peu près 70% des pièces dans le camion. Donc, s'il y a besoin d'une réparation, on peut faire des réparations complémentaires. Mais voilà, ça vous permet de vous assurer que l'investissement de base d'une armoire coupe-feu, c'est quand même un montant, que dans le temps, votre armoire va rester coupe-feu parce qu'elle est bien entretenue. Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en considération. Ça évite aussi hein, bah, d'attendre 5 ans et que votre armoire, on vous dise, bah, par exemple, bah, là, on peut rien faire pour vous, monsieur. Faut savoir que la structure, je vous dis, c'est du bois et du plâtre. S'il y a un coup de fourche qui a été mis sur le côté et que la structure, c'est comme les voitures, au bout d'un moment, hein, si vous avez un trop gros accident, on va vous dire c'est une épave, on ne peut pas la réparer. Et bien là, c'est pareil. Si l'armoire est trop endommagée, on ne peut plus réparer. Au bout d'un moment, vous perdez le PV de résistance au feu, votre armoire, vous la mettez à la benne. C'est quand même un peu dommage. Le fait d'avoir des maintenances régulières, ça va vous rassurer et les opérateurs savent aussi que c'est une armoire qui est contrôlée régulièrement et que si n'importe quoi est fait, ça va vite revenir aux oreilles de la direction ou des responsables et donc ça rend les gens un petit peu plus soucieux du matériel. Donc, ça, c'est vraiment le cercle vertueux. On minimise évidemment les risques de panne. Donc, c'est votre caisson, si vous changez bien votre filtre, bah, il va pas se mettre en défaut ou alors vous n'allez pas vous prendre des vapeurs dans le nez quand vous allez ouvrir la porte de l'armoire. Donc, c'est important. Et donc, si vous prenez un contrat de maintenance chez Denios, c'est pas à vous de vous dire, oh là là, c'est quand, faut que j'y pense. Nous, en fait, on a une personne, même deux maintenant, qui sont dédiées à ça. Elles vont vous rappeler 3 mois avant. Elles vont dire, bah voilà, ça y est, donc c'est l'échéance. Nous, on va passer entre telle date et telle date. Est-ce que c'est OK pour vous? Ça vous sort de la tête, vous êtes sûr que c'est pris en compte et comme ça, vous êtes tranquille sur le nombre d'années où vous avez pris le contrat de maintenance avec nous. Ça bloque les prix aussi au moment de la prise de commande de la maintenance. Donc, c'est assez intéressant pour tout le monde. Les absorbants. Donc, ce sont des produits complémentaires et annexes. Pourquoi? Parce que si vous avez des produits chimiques et dangereux, le technicien, il prend sa bouteille, il la sort de l'armoire, il bute contre le bac de l'étagère, ça explose par terre, on a du produit chimique partout. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir de l'absorbant à proximité du poste de travail. Il faut savoir que chez Denios France, on a plus de 300 références en stock en Normandie, donc chez nous, hein. On a vraiment une large gamme qui répond à peu près à toutes vos problématiques et donc le référent national qui est donc moi, qui peut vous aider, vous conseiller pour le diagnostic et savoir que mettre en œuvre sur votre site. Il y a d'ailleurs un webinaire qui est spécifiquement dédié aux absorbants. Si vous avez des questions là-dessus, je vous invite hein, à vous y inscrire ou à regarder le replay via le site web. C'est toujours intéressant. Alors, je vais vous présenter également les Denios Academy, donc qui sont réalisés par Monsieur Sonali, qui d'habitude fait cette présentation, mais qui aujourd'hui n'était pas disponible. Donc ça, c'est une branche un petit peu particulière du service commercial, puisqu'en fait, là, ça va être vraiment des formations. Donc, Monsieur Sonali est basé à Villefranche-sur-Saône, donc il rayonne sur toute la France, autour de 5 thèmes de formation. Donc, vous avez les expériences sur les risques industriels.
Gestion des fuites, des versements accidentels, donc autour des absorbants. Qu'est-ce qu'il y a un risque de pollution? Comment est-ce qu'on lutte? Comment on utilise les absorbants? Nous avons une dernière formation qui fonctionne très bien, qui est sur le stockage sécurisé des batteries lithium-ion. Qu'est-ce qu'une batterie lithium-ion? Quels sont les risques? Comment peut-on lutter également par rapport à ces risques bien spécifiques? Il y a une formation plus dédiée à la manipulation et le stockage des gaz en toute sécurité, apprendre à reconnaître les couleurs de collerette, ce genre de choses. Et une autre également sur les produits chimiques et leur incompatibilité. Donc ça, c'est vrai que c'est le casse-tête de ce que je vous ai présenté au début. On fait son inventaire, on prend les classes de risque, on prend les FDS. C'est pas toujours simple pour tout le monde, donc il faut savoir que nous on a ce module de formation. Donc comment ça se déroule chez Denios? C'est pas une formation qui est payable par personne. En fait, ce sont des modules où vous pouvez inscrire. Alors, on donnera jamais de règles du nombre de personnes à inscrire, mais on préconise autour de 20 personnes. Pourquoi? Parce que c'est des formations interactives et où il y a des participations. Donc, si vous êtes 70 dans un gymnase, ça perd un petit peu son intérêt. Donc, en fait, vous avez soit le module de formation, traditionnellement, c'est la demi-journée ou la journée. Vous avez quand même une remise de certificat individuel. Mais ce qui est possible également de faire, si vous organisez des journées sécurité, c'est de dire à M. Sonali, vous venez toute la journée, mais vous nous faites ces 5 thèmes en atelier tournant, par exemple. 45 minutes au lieu de 2 heures ou de la journée. Et ça permet de former, par exemple, tous les 3 quarts d'heure, 20 personnes. Donc, sur la journée, il aura vu beaucoup plus de personnes. Donc, ça, c'est possible. C'est un petit peu à la carte. Donc là, vous aurez ses contacts juste après. Je vous encourage, voilà, à venir vers lui. Donc lui, il va pas vraiment vous vendre des solutions produits avec des codes articles. C'est vraiment de la formation par rapport à ces 5 grands thèmes. Donc voilà, là, il y a un petit peu plus de détails par rapport à cette formation. Il faut savoir que le support va vous être envoyé de toute façon avec l'emailing de remerciement. Donc vous aurez accès à un petit peu plus de détails sur les Denius Academy et sur les coordonnées de Monsieur Sonali. Alors moi, je vous invite également, si vous posez pas mal de questions sur les aspects législation, les aspects pratiques, comment est-ce qu'on fait pour stocker, il existe donc sur notre site web, dans la rubrique service et notre expertise, des guides. Donc, quand vous voulez un petit peu commencer votre travail, de savoir qu'est-ce que je dois stocker avec quoi, quel type de produit, ça peut vous guider. Alors, ça remplacera jamais mon équipe commerciale que je vous encourage vraiment à contacter pour avoir des diagnostics bien particuliers sur votre besoin. Mais vous pourrez retrouver tous les arrêtés, hein, que ce soit donc le dernier Lubrizol, que ce soit pour les normes pour les armoires de sécurité coupe-feu, tous ces textes législatifs et des études des cas et des guides pratiques qui peuvent vous permettre un petit peu d'avancer de votre côté avant de des fois nous contacter. Des fois, c'est un petit peu flou dans votre esprit, donc ça peut permettre déjà de cibler un petit peu ce que vous avez à faire sur votre site et de nous appeler pour qu'après, soit on vous envoie un itinérant, soit qu'un commercial catalogue puisse vous aider dans la définition de vos produits pour répondre finalement à vos problématiques. Je vais maintenant me rendre dans le chat et dans la session questions-réponses, voir les questions qui ont pu être posées, savoir s'il y a des thèmes qui sont récurrents. Alors, donc je vois effectivement que quelqu'un demandait si on pouvait avoir accès en replay au webinaire. Donc oui, en fait, sur le site, quand vous allez dans la rubrique, hop là, juste, je vais retourner sur mon petit PowerPoint s'il veut bien. Excusez-moi, ça n'a pas l'air de moi. Hop, alors, diapo d'avant. Non, oui. Quand vous allez sur notre site, hop, vous allez avoir dans la rubrique Denios Academy, vous allez avoir les webinaires. Donc, vous avez les sujets, les prochaines dates et tous les replays. Donc, ça vous permet de revoir les webinaires qu'il y a déjà eu, de vous inscrire au prochain. Et là, sur celui-ci d'aujourd'hui, vous allez recevoir un email cet après-midi ou demain avec le support PDF et le replay. Comme ça vous permet d'avoir tous les éléments. Si vous voulez l'envoyer à un collègue, mettre un alternant devant ou ce genre de choses, euh, vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir réassister. Ensuite, j'ai une question par rapport à un moteur à texte qui peut permettre la ventilation de 3 armoires dans un local. Alors, pour toutes ces questions un petit peu plus précises, il faudrait nous contacter directement parce qu'il faut qu'on s'assure en fait de la puissance de votre moteur. Comme je vous le disais, il y a en fait, nous, on peut vous dire combien de fois il faut renouveler le volume d'air dans l'armoire, mais dans ce cas-là, il me faut la taille de l'armoire, votre type de moteur. Donc là, n'hésitez pas à contacter le service commercial. Je vais vous remettre les coordonnées juste après de mon service qui va pouvoir vous répondre à ces questions un petit peu plus particulières.
par rapport à votre problématique ou vous envoyer l'itinérant euh, qui va pouvoir venir directement avec vous sur site, faire le tour du local et voir in situ votre problématique. Alors, il y a une question par rapport au stockage, par rapport aux armoires de sécurité. Est-ce qu'on peut faire par étagère ou dans des armoires différentes? Donc là, encore une fois, ça va dépendre de la nature de vos produits. Est-ce que c'est juste une incompatibilité physique des liquides? Est-ce que c'est les vapeurs? Donc, est-ce que dans votre armoire, par exemple, l'armoire classique, c'est juste un bac de rétention commun au sol? Donc là, dans ce cas-là, il faudrait des bacs étagères à chaque niveau. Donc là, c'est pareil, en fonction des produits et en fonction du besoin que vous avez en solution. Est-ce que vous voulez qu'une seule armoire, une combinée? N'hésitez pas à nous contacter. Mais ça va dépendre des produits. Parfois, on peut, si c'est juste une séparation physique. Si c'est les vapeurs, on ne pourra pas. Donc, on m'a posé la question par rapport au support. Effectivement, j'y ai répondu. Hop. Dans le cas de produits où il y a des risques multiples. Donc là, en fait, c'est pour ça, ou c'est à ce moment-là où il faudra aller à la rubrique 7 de votre FDS, où on va vous donner pour chaque produit spécifiquement des incompatibilités avec d'autres produits chimiques. Et c'est en fonction des FDS de vos produits que ça va être votre juge de paix qui va vous informer et vous dire oui, là, vous pouvez, par exemple, avec des acides forts, là, vous ne pouvez pas avec des acides forts si c'est un acide faible. Voilà, donc ça, c'est vraiment il y a tellement de produits chimiques. C'est vraiment prendre vos FDS, les regarder entre elles et vérifier si vous pouvez ou non. Par rapport à la question de l'extraction d'air, effectivement, c'est un alinéa de la norme EN 14410-1. Il faut effectivement ventiler pour éviter d'avoir en fait une accumulation de vapeur solvantée à l'intérieur de l'armoire. Donc, il n'y a pas d'obligation légale, puisqu'en fait, les armoires, même le stockage de produits inflammables dans les armoires, ce n'est pas une loi, c'est une norme. La seule chose qui peut vous l'obliger, ça peut être votre assureur. Parfois, l'assureur, comme avec la cheminée à la maison, il va vous dire, moi, si vous faites pas ramoner votre cheminée une fois par an, je vous assure pas. Et ben, votre assureur peut vous dire, moi, si vous n'avez pas d'armoire normée, je ne vous assure pas. Et dans ce cas-là, il vous impose une armoire normée et dans la norme, on vous demande de ventiler. Donc, c'est dans ce cas-là que ça pourrait être rendu obligatoire. Donc là, il y a des questions de définir le seuil d'extraction pour l'armoire. Donc là, c'est pareil, hein, c'est ce que je vous disais, c'est définir le volume d'air à renouveler par heure. Donc, faut calculer en fonction de la taille de votre armoire, hein, son volume utile, si c'est un mètre cube, un demi-mètre cube, en fonction de si vous avez une petite, une grande armoire. Et après, si c'est du corrosif, bah, c'est trois, quatre fois. Si c'est du solvant, c'est 10 fois. Donc après, il faut vraiment poser le problème et regarder, faire les calculs, et ça vous donnera en fait la valeur limite à atteindre, minimum. Euh, on nous demande aussi, voilà, bah après ça va être des questions bien spécifiques. Donc voilà, pour les questions bien spécifiques, je vous invite vraiment à venir vers nous parce que je ne veux pas vous faire une réponse standard et qui ne correspondra peut-être pas à votre besoin. Donc pour tous vos cas particuliers, je préfère vraiment que vous reveniez vers le service commercial. Euh, il y a des questions aussi par rapport au rejet de l'air vicié des armoires vers l'extérieur. Donc là, en général, c'est plus des arrêtés locaux. Je vous dis, vous êtes voisin d'une école ou d'un hôpital. On peut vous dire non, vous ne rejetez pas l'air en extérieur. Vous êtes en pleine campagne. Il y a souvent des arrêtés préfectoraux. D'ailleurs, les arrêtés ICPE, hein, c'est en fonction, voilà, c'est en fonction des localités en France. On vous demandera pas forcément les mêmes choses. Donc là, c'est pareil, ça va dépendre de où vous vous situez. On n'aura peut-être pas les mêmes exigences que l'entreprise qui sera 10 kilomètres plus loin. On nous demande également si les armoires peuvent être stockées en extérieur. Non, en tout cas pas celles que je vous ai présentées. Il existe des boxes de sécurité pour l'extérieur. Donc en plastique, par exemple, ils seront traités anti-UV. En acier, ben, du coup, ce sera pas la même étanchéité prévue pour la conception. Néanmoins, un produit inflammable en extérieur, c'est pareil, il doit être au moins 6 mètres d'un bâtiment. Sinon, ce sera des locaux coupe-feu. Et là, en extérieur, on est sur du REI 120. Donc là, ça fait partie d'un autre webinaire et d'un autre service chez Denios. C'est mes collègues de l'engineering, parce que là, c'est vraiment un projet bien défini. Donc là, il faut également nous contacter par rapport à ces problématiques-là, qu'on puisse vous accompagner.
Je vois également que on nous demandait par rapport au tableau de pictogramme des dangers, ce qui sont toujours validés par l'INRS. Alors, je pense que comme tout ce qu'on trouve sur le web, il y a des sources plus ou moins fiables. Moi, je vous ai cité l'INRS parce que si vous allez sur leur site, vous êtes sûr de trouver des données qui auront été validées et vérifiées. Et c'est pareil, ces tableaux-là, ils vont être plus ou moins fournis. Parfois, vous avez 4 par case, vous avez 16 cases, 4 par 4. Parfois, vous en avez 10 par 10. On peut aller plus ou moins loin dans cette analyse du risque. Donc, bon, voilà, l'INRS est une source fiable. Vous pouvez retrouver un petit peu partout des informations quant à ça. Après, voilà, moi, je vous ai cité l'INRS parce que voilà, ce sont des gens qui vont publier des informations fiables. Mais bien sûr, faire attention à ce qu'on peut trouver par rapport à ça. Donc, sur cette partie, je pense que j'ai répondu. Et sur cette partie-là également. Eh ben, écoutez, il va me rester à vous remercier. Donc, je remercie Pauline et Laure qui m'ont suppléé pour le chat. Je vous remercie vous tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous encourage donc à contacter mon équipe donc au 02 32 47 46 95 ou par la boîte mail info@denios.fr. On sera là pour vous accompagner donc par téléphone, par Teams s'il y a besoin pour vos problématiques. Et sur le terrain, on a une force terrain également de 7 personnes en fonction des régions. Donc n'hésitez pas également à nous solliciter là-dessus. C'est vrai que c'est des projets parfois qui sont un petit peu complexes avec des armoires qui font 500 kilos. Parfois on est rassuré de voir quelqu'un. On sera là également. Et n'hésitez pas non plus à solliciter Monsieur Sonali pour vraiment avoir l'accompagnement complet et pouvoir voilà vous dispenser également ces formations sur site qui sont cruciales quand on a par exemple du stockage de bouteilles de gaz, qu'on a des risques comme ça entre les mains. C'est extrêmement important d'en être conscient. Donc, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on vous attend du coup au service commercial pour répondre à vos problématiques.